la Chine glisse tout doucement vers une nouvelle position, en tout cas sur le conflit ukrainien, au moment où son économie faiblit. En tout cas, vous allez le voir, la Chine était représentée à Jeddah. C'était des discussions autour de la paix. Il n'y avait pas la Russie, ce qui est assez intéressant. Ça fait partie des 3 grandes questions que l'on va poser tout de suite sur la Chine. C'est les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, d'abord, sur le conflit ukrainien, est-ce qu'on peut parler d'un revirement de la Chine ? Eh bien, sans parler de changement de cap, plusieurs indices montrent une inflexion, du moins un réajustement de la position de Pékin vis-à-vis de la Russie. Premier indice, la présence d'un représentant chinois au pourparlers de Jeddah, organisé à l'initiative de l'Arabie Saoudite ce week-end, et où il était question d'un futur plan de paix entre Kiev et Moscou. À la surprise générale, Pékin a répondu à l'invitation, au même titre qu'une quarantaine d'autres pays, exception pour la Russie qui, elle, n'a pas été conviée. On a donc vu cet homme, Liu, que vous allez voir, l'ancien ambassadeur de Chine en Russie, à la table des négociations, au milieu des représentants saoudiens, et à 2 sièges seulement du conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan. Pourquoi le symbole est-il fort ? Eh bien parce qu'on était peu habitué à voir la Chine prendre part à ces discussions. Exemple, Pékin n'avait pas daigné se rendre à la précédente réunion de ce type, il y a un mois, au Danemark. Cette fois, sa seule présence à Jeddah est perçue comme une avancée. Écoutez le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. I'm not going to speak to the details of the meeting because it was a private meeting, but we thought it was productive that they came. We have long said that it would be productive for China to play a role in ending the war in Ukraine if it was willing to play a role that respected Ukraine's territorial integrity and Ukraine's sovereignty. Même jusque dans les hauts rangs ukrainiens, on s'en félicite. Le chef de la diplomatie, Dmytro Kuleba, souligne, je cite, « une super percée » quand un autre responsable ukrainien sous couvert d'anonymat parle, lui, de coups durs pour la Russie. En réponse, la Chine tempère. On sait qu'une conversation téléphonique a eu lieu entre le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Pékin a réaffirmé son indépendance et son impartialité sur l'Ukraine. Pour autant, l'Institut américain pour l'étude de la guerre note que ces discussions suggèrent que la Chine diverge de plus en plus sur la Russie, sur les propositions de règlement visant à mettre fin à la guerre, et également suggère que le Kremlin commence à être mécontent des efforts continus de la Chine pour promouvoir son plan de paix dans les forums internationaux. Deuxième indice de l'existence de désaccords entre Pékin et Moscou, un incident diplomatique à la frontière russe. On a appris la veille du sommet de Jeddah que 5 ressortissants chinois ont été privés de leur visa touristique que la Russie leur avait accordé, en cause une sombre affaire à mi-chemin entre la Russie et le Kazakhstan. L'ambassade de Chine en Russie a dénoncé, je cite, 4 heures d'interrogatoire imposées à ses ressortissants. De son côté, Moscou nie, je cite encore une fois, tout fossé creusé entre la Chine et la Russie. Alors, c'est pas pour autant que la Chine s'éloigne complètement de la Russie. Oui, du point de vue diplomatique, rappelons qu'à l'ONU, Pékin, membre permanent, n'a jamais soutenu ni une résolution appelant au retrait des troupes russes, ni une résolution appelant clairement à la fin du conflit. Autrement dit, elle ne s'est jamais opposée clairement à Moscou. D'un point de vue militaire, maintenant, les 2 pays, encore très récemment, ont mené des exercices conjoints. Ces images de patrouilles russes et chinoises datant de ce week-end en témoignent. Ces opérations se sont déroulées précisément dans la mer de Bering, cette mer bordée par la Russie et par l'Alaska, qui relie le Pacifique à l'Arctique. C'est une zone stratégique pour Moscou comme pour Washington. On sait notamment que certaines de leurs patrouilles se trouvent dans cette zone. Et en l'occurrence, ce qui inquiète Washington, c'est l'ampleur de ces manœuvres. Les autorités américaines ont dénombré 11 navires russes et chinois. C'est ce qui fait dire au sénateur républicain de l'Alaska, Dan Sullivan, que ce groupe naval conjoint entre la Russie et la Chine, travaillant en très étroite collaboration, est sans précédent en termes de volume et de portée. Alors, deuxième grande question, on sait qu'il y a une crise qui couve en Afrique sahélienne, notamment après le putsch au Niger. Comment réagissent les Chinois ? Eh
Eh bien d'abord, rappelons que l'Afrique est un maillon essentiel du commerce chinois. En l'espace de 20 ans, la valeur de ses exportations vers l'Afrique a été multipliée par 20, 5 milliards de dollars en 2000 contre plus de 110 milliards aujourd'hui. Du point de vue des investissements, la Chine n'a jamais caché ses ambitions. Elle est le premier investisseur et compte à elle seule pour 40% des financements dans les projets d'infrastructure du continent. Le magazine Forbes note que cette part ne cesse d'augmenter, et notamment dans le cadre de son programme des nouvelles routes de la soie, lancé il y a 10 ans. On voit que ces routes longent les côtes est de l'Afrique. Et effectivement, depuis l'installation de la junte militaire au Niger, la Chine brille par son absence. En tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas de discussion officielle. Cela peut paraître étonnant car les deux pays sont étroitement liés et parce que la Chine n'a objectivement aucun intérêt en une intervention militaire. Pour bien comprendre quels sont les liens qui les unissent, remontons à 2009. Le président nigérien alors au pouvoir, Mamadou Tandja, dissout le Parlement et le pouvoir judiciaire de son pays. L'Union européenne, les États-Unis et la CEDEAO, le bloc de pays africains de l'Ouest, imposent des sanctions. Certaines entreprises occidentales quittent massivement le pays, mais la Chine, elle, continue d'investir. Depuis, des milliards de dollars ont été injectés à la fois dans la construction des principales raffineries de pétrole du pays, mais aussi dans l'exploration des zones pétrolières. D'ailleurs, certains spécialistes affirment que si l'industrie pétrolière nigérienne est aujourd'hui viable, c'est grâce à la Chine. Notons qu'une entreprise tient à elle seule les rênes de cet empire, PetroChina, une branche de la compagnie pétrolière publique de Chine. On comprend donc que, faute de stabilité, la Chine préfère se faire discrète. Troisième et dernière grande préoccupation, l'économie, précisément. L'économie chinoise qui montre des mauvais signaux. Effectivement, c'est ce qu'observent les économistes. La Chine est entrée en récession aujourd'hui après de longues semaines d'incertitude. Le pays enregistre une période rare de baisse de prix. En parallèle, ses plus gros clients, l'Europe et les États-Unis, ont revu à la baisse leurs importations. Conséquence, le mois dernier, les exportations chinoises ont chuté de 14% par rapport à l'année dernière. C'est le plus gros recul enregistré depuis le mois de janvier 2020, pendant la période Covid. De plus, sur les 4 premiers mois de l'année, du premier fournisseur des États-Unis, la Chine passe 3e, derrière le Mexique et le Canada, d'après les derniers chiffres du commerce américain. Il y a 2 ans, notons que la Chine avait connu une période similaire, de courte durée. La question est maintenant de savoir si celle-ci va perdurer dans le temps. C'est ce qu'anticipent certains analystes. Merci beaucoup, Lucille. Pour nous aider à y voir encore plus clair, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Niquet sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur notamment de La Chine en 100 questions, qui est sorti il y a 2 ans. Alors, je n'ai pas 100 questions, mais vous avez vu qu'on a tâché d'en aborder 3. La première, bien sûr, qui nous intéresse, c'est le rôle que peut jouer la Chine. Y a-t-il une inflexion dans le comportement de la Chine sur la question ukrainienne? Le fait de voir un représentant de haut rang chinois à Jeddah, pour vous, est-il un signe? Il est juste à côté ou presque du représentant américain. Oui, non, mais il est certain que la Chine est toujours... ce qui la caractérise, c'est la prudence et servir ses intérêts. Elle a pensé initialement que la Russie réussirait rapidement son coup d'envahir l'Ukraine, et donc c'était l'époque où on soutenait la Russie. Comme on l'a indiqué, la Chine n'a absolument pas pris position contre la guerre en Ukraine. Depuis, elle voit que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et par ailleurs, l'Ukraine était, avant la guerre, la tête de pont des routes de la soie chinoises en Europe. Et donc la Chine a des intérêts en Ukraine. Elle avait des intérêts économiques et ça... On peut imaginer que Pékin va très prudemment essayer d'attendre de voir de quel côté le manche tombe, en fait, pour être très... Par ailleurs, il y a aussi tout cet élément que la Chine défend tout le temps, qui est la non-ingérence, le respect des frontières. La Russie, évidemment, n'a pas vraiment respecté ces principes-là. Donc, il y a une grande hésitation, mais on voit que la Chine, très clairement, a envie de se repositionner d'une manière peut-être, je dirais pas neutre, pas du tout, mais enfin un peu plus ambiguë. Et d'ailleurs, les Russes l'ont bien vu, ça commence un peu à aller un peu plus mal dans ce partenariat absolument sans limite dont on parlait initialement. Et donc se repositionner pour sauver ses billes en quelque sorte en Europe et son image en Ukraine. Et ça peut se faire sous l'aile précisément des Saoudiens. On sait que les Saoudiens veulent entrer dans les BRICS, ils aspirent à jouer un rôle important à l'échelle mondiale. Ça peut se faire...
peut sans doute pas se faire directement avec l'Occident, qui est l'ennemi historique, mais est-ce que ça peut se faire avec un partenaire tiers? Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, il y a des rapports qui se sont beaucoup rapprochés entre l'Arabie Saoudite et la Chine. Et on se souvient, il y a quelques mois, la Chine avait parrainé en quelque sorte un rapprochement avec l'Iran. Avec l'Iran. Donc, on voit qu'il y a tout historique. un jeu, et puis qui est lié aussi à l'énergie. On en reparlera, je pense, avec l'Afrique. Mais il y a tout un jeu très important. Ce qui est sûr, c'est que la Chine ne veut pas se couper, entre guillemets, des pays du Sud. L'Ukraine, d'ailleurs, est aussi assez indulgente. Zelensky n'était pas hostile, par exemple, à l'idée de rencontrer Xi Jinping. Donc la Chine veut rester en fait chef de file des pays du Sud. Et quand ces pays du Sud évoluent, et j'y inclus l'Arabie Saoudite par exemple, eh bien la Chine veut faire partie du jeu. Elle ne veut absolument pas être exclue de ce jeu-là. Alors, parlons du jeu, si tant est que c'en soit un en Afrique, parce qu'on s'est tous interrogés pourquoi la Chine, qui est le premier partenaire commercial de l'Afrique, qui détient un tiers de la dette du continent, certains disent la Chine est propriétaire de l'Afrique, c'est un raccourci bien entendu, pourquoi la Chine n'intervient pas davantage, notamment dans la résolution de ce qui se passe en ce moment au Niger? On risque une déstabilisation du continent. En fait, pour les mêmes raisons qu'elle ne veut pas intervenir, en tout cas se manifester trop sur la question ukrainienne, elle attend de voir comment les choses vont évoluer. Et surtout en Afrique, la Chine peut tout à fait être amie avec l'un ou l'autre. Sa politique, c'est d'arroser, entre guillemets, les pouvoirs en place. C'est ce qu'elle a fait pendant des années. Un peu moins aujourd'hui, puisque son économie est moins brillante et qu'elle a besoin d'investissement pour ses propres besoins. Et que donc, elle a moins de moyens peut-être à consacrer à des pays extrêmement faibles et fragiles. Mais la Chine a des intérêts, on l'a vu, notamment au Niger. On n'a pas parlé d'uranium, mais elle est en train d'essayer aussi d'entrer dans l'industrie de l'uranium, notamment au Niger. Et dans toute cette zone extrêmement fragile, déstabilisée, la Chine est très présente. Et donc la Chine attend de voir, encore une fois, comment les choses vont se passer, mais elle ne veut surtout pas... L'hypothèse d'une intervention armée, par exemple, ne lui convient sans doute pas du tout. Comme d'ailleurs, apparemment, elle ne convient pas non plus aux États-Unis. Donc, ce qu'elle cherche, c'est un retour à un semblant de stabilité qui pourrait lui permettre de transférer ses allégeances d'un gouvernement à celui qui aurait pris éventuellement le pouvoir. Alors, avant de faire un tour de table, la grande question. On a vu que les derniers indicateurs économiques ne sont pas bons. Baisse des exportations, avec peut-être des licenciements qui vont être liés à cette baisse des exportations, et même un phénomène de déflation qui inquiète les économistes. Est-ce que, je le dis sans aucun cynisme, c'est une chance pour la paix? Est-ce que la Chine va devoir se positionner en faiseur de paix, peut-être en Ukraine, peut-être en Afrique, pour éviter que son commerce ne soit trop affecté? Alors, il y a deux solutions avec la Chine. Soit ça va être la fuite en avant, et malheureusement, c'est un peu ce qu'on a vu avec Xi Jinping, c'est-à-dire plus la Chine a des difficultés en interne, notamment économiques, un taux de chômage des jeunes qui est supérieur à 20%, et on ne compte que la 20%. Population urbaine, ce qui est considérable. Donc il essaye, ce qui serait l'intérêt de la Chine, en fait, de renouer des liens avec les grandes puissances, avec ce qui est favorable aux intérêts économiques de la Chine, soit ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire une sorte de fuite en avant nationaliste, avec des risques de dérapage qu'on ne peut pas exclure pour justement détourner le mécontentement de la population en interne vers des sujets nationalistes externes. Et là, vous pensez à Taïwan, bien sûr. Éventuellement Taïwan, en tout cas, sans doute pas un conflit direct, mais faire monter les tensions pour justement pouvoir mobiliser la population, si c'est ce que Xi Jinping pense. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu ce à quoi on a assisté. Et je vous vois opiner du chef Ulrich Bouna sur l'analyse de Valérie Niquet. Ouais, pour le coup, parce qu'on peut penser aussi, vous parliez de tension, on peut penser à ce qui s'est passé quelques jours dans les Spratleys, où effectivement ils ont... Oui, la mer de Chine. Voilà, en mer de Chine, où effectivement il y a des îlots contestés, et les Chinois baissent et augmentent la pression de temps en temps quand c'est nécessaire, pour justement satisfaire un petit peu les franges nationalistes. Mais je pense que dans tous les cas, effectivement... certes, les Chinois sont allés à Jeddah, mais je pense que c'est plus, comme vous l'avez dit, pour se positionner aussi en espèce de, déjà, d'une part, en puissance responsable et pacifique. En fait, il y a vraiment une volonté pour les Chinois de se démarquer des Américains qu'ils considèrent comme des va-t-en-guerre. Donc, eux se positionnent vraiment comme un peuple pacifique et bon pour le reste du monde. Et aussi de se positionner en leader de ce que l'on appelle un peu vulgairement le Sud global. Donc, il était
à mon sens, dans ce cadre-là, important pour les Chinois d'être sur place, pour dire que, voilà, regardez, on fait partie du Sud global, on essaie de trouver des solutions pour les pays pauvres, pour les céréales, pour les hydrocarbures, etc. Mais il ne faut pas en conclure, à mon sens, que la Chine s'éloigne de la Russie, parce que je pense que, fondamentalement, les deux puissances ont le même objectif. Alors, ils n'ont pas la même façon de faire, mais il y a une volonté de remettre en cause l'ordre occidental tel qu'il est défini depuis 1945. La Russie le fait par la violence et par la force militaire. Les Chinois le font d'une façon beaucoup plus subtile, aussi parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que les Russes. Mais je pense que l'objectif étant le même, je vois mal en fait la Chine abandonner en rase campagne la Russie pour avoir un espèce d'accord de paix qui serait défavorable à Moscou. Donc on n'attend pas grand-chose de la Chine en Ukraine. On se souvient effectivement que le président Zelensky avait tendu la main à Xi Jinping en disant j'aimerais qu'il m'appelle, j'aimerais qu'on discute. Oui. Bon, l'Ukraine maintient son dialogue avec la Chine. Il y a eu là une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères. Donc, il y a un dialogue. Il y a les intérêts chinois en Ukraine. Mais bon, je crois que le plus important, que la Chine quand même a besoin du marché global, du marché du monde démocratique. Ce n'est pas le marché russe qui va faire son affaire, parce que bon, les sanctions et tout ça, donc la Chine voudra rester quand même sur l'arène internationale, pas comme un paria, mais comme un joueur stable et responsable. Donc oui, c'est bien qu'ils ont participé à cette rencontre à Jeddah, ok, mais bon, la Chine reste toujours l'allié de la Russie, parce qu'ils se sont exprimés avant qu'ils comprennent les préoccupations de la Russie, c'est-à-dire, bon, sans l'approuver, mais ils ne se sont pas prononcés contre cette invasion. Vera Grantseva, je repose à peu près la même question qu'à Valérie Niquet sur la question économique, en y ajoutant la Russie. Les derniers indicateurs qui sont tombés aujourd'hui sur la Russie montrent que l'inflation est très forte, que le taux de change est épouvantable pour le rouble, ce qui mécaniquement va conduire à une forme de paupérisation, notamment des classes les plus populaires. Pareil, est-ce que l'économie qui s'affaiblit en Russie, en Chine, ça peut contribuer à dire l'obligation d'une paix? Oui, peut-être, dans quelques sens, parce qu'effectivement, le positionnement de la Chine était assez ambigu dans cette guerre. C'était, d'un côté, c'était pas anti-Poutine, on est bien d'accord, mais c'était pas en fait, Poutine non plus, dans mon sens, parce que la Chine voulait plutôt utiliser la Russie pour ses objectifs. Et elle ne cherchait pas à tout prix l'aider pour gagner dans cette guerre. Et bien sûr qu'au début, la Chine, comme en fait pas mal d'experts, même en Occident, croyait que la Russie allait en fait vaincre très vite l'Ukraine. Sauf qu'au bout de 2022, la Chine a vu que l'armée russe n'était pas du tout ce que Poutine le décrivait, en fait, comment Poutine l'a présenté. Et surtout en 2023, je crois qu'il y avait un événement qui a frappé beaucoup les dirigeants chinois. C'était la mutinerie de Prigojine, qui a montré quand même le dessous du régime de Poutine, qui a montré tous les liens informels, tous les systèmes mafieux qui, en fait, est derrière le façade que Poutine appelle l'État russe. Et ça a beaucoup, bien sûr, montré aux Chinois à quel point le régime de Poutine est fragile, à quel point Poutine ne contrôle pas tout en Russie. Et ça fait aussi, à mon avis, quand même, dans quelque sens, ça provoque les inquiétudes parmi les dirigeants chinois. Ça ne va pas les tourner tout de suite du côté de l'Ukraine, de l'Occident, on est bien d'accord. Mais en fait, maintenant, ils peuvent se dire, qu'est-ce que peut nous donner à la fin, à l'issue de ce conflit, le fait d'être allié avec la Russie? Est-ce que ça va apporter plus des avantages, ou peut-être au contraire, on subira plus de revers? Donc, à mon avis, c'est le positionnement de Chine aussi évolue en fonction de la situation en Russie, qui évolue, et politique, mais aussi économique, comme vous dites. Même si pour la Chine, la Russie, c'est plutôt une source des ressources énergétiques, finalement. C'est pas le marché de vente. On sait que le commerce entre la Chine et l'Europe est 10 fois plus important qu'avec la Russie. Et d'ailleurs, avec l'inflation, avec le pouvoir d'achat qui va se réduire en Russie, la Chine ne pourra pas gagner beaucoup en vendant ses produits à la Russie. Mais il pourra continuer à l'utiliser, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles.